Alors, t'as envie de jouer à un jeu où chaque pas peut littéralement te conduire à une mort atroce, où les chances de survie sont aussi fiables qu'une promesse politique? Bienvenue dans Fear and Hunger Termina, un jeu qui te fait réaliser que Dark Souls, c'était en fait les vacances aux Bahamas. Ici, tout te hait. Les ennemis, les objets, le sol et même le ciel. Tout ce que tu fais hurle mauvaise idée, mais tu le fais quand même parce que t'es têtu et maso. Le gameplay cruel mais captivant te balance dans un monde déprimant, où tes seules armes sont une batte rouillée et un optimisme suicidaire. Chaque décision est une roulette russe. Dois-je ouvrir cette porte mystérieuse? Non. Et ce coffre scellé avec du sang humain? Toujours pas. Mais tu le fais quand même parce que l'espoir meurt en dernier et toi tu meurs juste après. Des personnages sont aussi joyeux qu'un dimanche sous la pluie. Chaque personnage jouable traîne un passif tellement lourd qu'il pourrait couler le Titanic. Les dialogues te plongent dans une ambiance pesante, où même la moindre blague semble être un cri de désespoir. Mention spéciale à l'univers visuel, sombre, crasseux, dérangeant, mais tellement fascinant, que tu ne peux pas détourner les yeux. Ici, c'est un peu comme regarder un accident de voiture au ralenti. Les monstres, c'est pire que ton patron un lundi matin. Des abominations cauchemardesques qui semblent tout droit sorties d'un tableau de Goya mélangé avec une crise existentielle. Et ne t'attends pas à une simple baston. Chaque combat est une danse macabre, où tu finis toujours par perdre un bras, une jambe, ou ton dernier point de santé mentale. Conclusion, c'est un chef-d'œuvre, pour ceux qui aiment souffrir. Fear and Hunger Termina, c'est l'expérience parfaite, pour te rappeler que ta vie est cruelle, mais que tu peux toujours en rire, un peu, beaucoup, entre stratégie, gestion de ressources, et pleurs en position fétale. Ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles, ça, c'est sûr et certain. Mais si tu cherches une aventure inoubliable, où chaque victoire est une prouesse, si tu cherches une chaîne YouTube avec 400 guides, au moins, allez, 200, 300, mais un nombre de guides incalculable, t'es sur la bonne chaîne, prépare-toi à plonger dans cette spirale infernale. Juste, n'oublie pas, ton psy est souvent derrière toi. Ce monde, franchement, c'est incroyable. Fear and Hunger, des monstres terrifiants à en faire frémir Lovecraft, une gestion de ressources qui mettra vos nerfs à rude épreuve, des moments épiques, hilarants et des échecs mémorables. Oserez-vous plonger dans cet enfer pixelisé et en ressortir vivant? Abonne-toi, laisse un commentaire sur ton pire ou ton meilleur souvenir dans Fear and Hunger Termina. Si tu veux savoir comment optimiser tes personnages au début, j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours. Il y a plus de 200 guides, plus de 200 vidéos sur le lore de ce jeu sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. On se dit à très vite. Si tu veux juste voir du jeu vidéo, un regard à une autre vidéo, il y a des jeux un petit peu partout. Check Persona 5 Striker, ou comme j'aime l'appeler, Persona Warriors, quand tactique et baston fusionnent dans un feu d'artifice d'incompréhension. Atlus et Omega Force se sont associés pour pondre un jeu qui, sur le papier, te vend le mix parfait. Un action RPG façon Musou où les protagonistes de Persona 5 continuent leur croisade contre les méchants. Dans les faits, c'est un speedrun émotionnel sous Red Bull avec 40 dialogues avant chaque combat et une gestion de ressources qui te fait regretter ta dernière sortie au resto. Le gameplay, un mélange explosif, entre des combos dignes de Dynasty Warrior et des menus RPG qui débarquent au milieu du baston comme un prof surgit en plein freestyle à la récré. Tu passes d'un R1 pour pause stratégique à un carré pour matraquer les mobs. Tout ça dans un chaos tellement stylé que t'oublies que tu ne comprends rien à l'histoire, parce que t'as zappé Persona 5. Tu sais pas pourquoi Morgana parle, mais bon, c'est mignon. Les donjons, toujours aussi tordus. Les développeurs ont clairement abusé des pulls, te forçant à réfléchir alors que t'es juste là pour démonter des shadows à coups de Persona. Heureusement, les Phantom Thieves sont là avec leur phase stylée et leur pose Instagram. Sauf que Ryuji, lui, continue à hurler « Let's do this !» comme si chaque combat était son dernier. Et l'OST, une claque. Encore une fois, les mecs se sont dit « Et si on sortait la meilleure musique de tous les temps pour que tous les joueurs en oublient les défauts du jeu ?» Résultat, même quand tu perds, tu bouges la tête sur du jazz fusion qui tape. En gros, Persona 5, c'est l'équivalent d'une soirée où tu finis par danser la table, par danser sur la table, logique, en même temps par danser la table, par danser sur la table sans savoir comment t'es arrivé là. C'est vraiment stylé, c'est bordélique et c'est un poil trop ambitieux. Mais au final, t'y reviens, parce qu'un monde sans les Phantom Thieves, c'est un monstre un petit peu triste. Plongé dans le chaos élégant de Persona 5 Strikers, où stratégie et action explosent dans un Musou RPG détonnant. Que vaut vraiment cette suite de Persona 5, un jeu stylé, bordélique et diablement fun, mais qui demande un master en multitâche et un amour inconditionnel pour le style. Découvre mon avis sur ce bordel musical, coloré,
où les Phantom Thieves continuent de sauver le monde à leur manière. C'est un avis vraiment à chaud, hein. Contrairement à beaucoup d'avis, beaucoup de jeux que j'ai fait sur cette chaîne que j'ai intégralement fini, voire même des fois les 100% ou des platines, là je viens juste de le commencer, donc j'ai mis 3-4 heures de jeu, j'ai été très agréablement surpris par le début. J'espère que ça continue comme ça, mais ça a l'air très très cool. Donc si vous aimez en tout cas le côté bourrin des Dynasty Warriors ou de Hyrule Warriors, je pense que vous pouvez foncer, il y a beaucoup de dialogue hein, vraiment au début. Ça change en fait de tout ce qu'on voit d'habitude dans cet univers-là. Donc n'hésitez pas à aller le tester et à faire votre petit retour en commentaire. Parlons à très de vite. Cult of the Lamb, ce jeu où t'as un mouton tout mignon qui instaure un régime dictatorial à base de sacrifices, de soupes douteuses et de sermons hypnotiques. Imagine, Animal Crossing, sauf que tes villageois finissent dans un chaudron si leur foi baisse un peu trop. Et toi, en gourou laineux, tu trouves ça parfaitement normal. Le concept, sacrifié sur l'autel d'une secte chelou avant d'être sauvé par une entité encore plus chelou. Celui qui attend. Il te file une couronne maudite et te dit: va, petit mouton, rassemble tes fidèles, monte ta secte et éclate les autres. Et toi, comme un stagiaire un peu naïf, tu obéis, armé d'une dague rouillée et de l'assurance d'un gourou de téléachat. Gestion ou baston, le jeu alterne entre les deux. La gestion de ton camp sectaire et des combats nerveux en mode roguelike. Phase 1, tu fais gestion de ton village. Tu construis des huttes, des fermes, des toilettes. Ouais, il y a même un système digestif, mais attention, un fidèle malade ou affamé, c'est un fidèle qui commence à douter. Et dans Cult of the Lamb, douter c'est mal, alors faut improviser. Phase 2, les bastons contre les infidèles. Là, tu te balades dans des donjons générés aléatoirement, et tu éclates des monstres pour récupérer des ressources et des nouveaux pouvoirs. Les boss, Dark Souls version LSD. Des dieux en colère, moches comme pas permis, et bien décidés à faire rentrer ton gourdin dans la laine. Le jeu, tout est permis, sauf l'ennui. La vraie force du jeu, c'est son côté décalé et son mélange de genres. Un coup tu organises un rituel où tes fidèles tournent autour d'un feu, la minute d'après tu exécutes le plus vieux de la bande parce qu'il mange un peu trop. Ça te met face à tes propres contradictions. D'un côté, soit tu fais le choix d'être un leader charismatique et bienveillant, soit d'être un psychopathe qui sème l'amour et la terreur, comme un prof en fin d'année scolaire. Pourquoi c'est une pépite? Son style visuel, trop cute. Mais derrière cette apparence adorable, il y a du sang, des tripes, des cultistes qui vomissent, le yin et le yang, des jeux indépendants. L'humour noir. Tu vas faire croire que t'as des principes, mais au bout de 2 heures, t'es là à prier pour que tes fidèles crèvent vite pour libérer de la place. La profondeur du gameplay. Même si t'es nul en roguelike, tu vas kiffer la gestion. Et si t'es nul en gestion, tu vas aimer les donjons. Tout le monde y trouve son compte. Sauf tes fidèles. En conclusion, c'est une critique de la société de consommation, une réflexion sur le pouvoir, ou un jeu où tu peux transformer tes potes en soupe pour survivre. La réponse, un petit peu de tout. C'est que tu te marres, c'est surtout ça, c'est un jeu très drôle. Alors mets ta meilleure robe de druide, file quelques croquettes à Maurice, et va répandre ta foi ou ta folie dans le monde des agneaux perdus. Et souviens-toi, si t'y joues pas, celui qui attend pourrait venir te chercher. Spellforce, The Shadow of the Phoenix. Ce titre sorti en 2004 a décidé de mélanger 2 genres dans un shaker en criant: pourquoi choisir entre RPG et STR? Prenez les deux, fermez-la. C'est comme si on t'offrait une pizza au chocolat. Tu sais pas si ça va marcher, mais bon, tu goûtes par curiosité. Spoiler, c'est bizarre mais t'y reviens. Le gameplay est schizophrène, dans le bon sens. Imagine-toi un instant, tu commandes une armée de nains qui mettent des baffes à des morts vivants, et la seconde d'après tu craftes un plastron pour ton héros qui pourrait rivaliser avec le look de Geralt en plein défilé de mode. Ce jeu te force à avoir un cerveau en mode multitâche. Les phases STR, du classique efficace. Construis une base, collecte des ressources, balance une armée sur la gueule du type d'en face, mais attention, ici les unités ne sortent pas d'une caserne magique, non. Chaque soldat, chaque paysan, a été littéralement invoqué à partir de ton mana. En gros, ton héros devient un manager d'intérim en pleine crise de surmenage. Les phases RPG, là on touche à quelque chose de savoureux. Ton héros, ou plutôt tes héros, parce que oui, on peut en gérer plusieurs, évolue dans un monde gigantesque, rempli de quêtes, de loot, de lore. Tu peux te spécialiser dans la magie, le combat ou devenir hybride, mage combattant avec des statistiques qui crient « Faites vos jeux, rien ne va plus ». Le pitch. Un sorcier mégalomane qui veut devenir immortel et anéantir le monde. Classique. Mais ce qui suit, c'est un millefeuille narratif où chaque nouvelle quête te balance une révélation. En gros, ce jeu est plus dense qu'un roman de Tolkien, et chaque PNJ a un discours plus long qu'un monologue de théâtre. Mais on aime ça, parce que le lore de Spellforce est un buffet à volonté de fantaisie. Elfautin, narraleur, mort-vivant psychopathe, tout le monde est là, prêt à se foutre sur la gueule. Les graphismes d'époque, qui vieillissent comme un vin douteux. En 2004, c'était beau, les arbres étaient verts, l'eau scintillait, les bâtiments avaient des textures qui faisaient wow. Aujourd'hui, le jeu a le charme rétro des vieilles 3D anguleuses. Mais honnêtement, ça marche encore. Parce que l'ambiance est là, le design des unités, les environnements, ça te donne l'impression dans un monde vivant, malgré ses polygones fatigués. La musique sous-estimée. Elle
donne de l'importance. Ici, une bande-son, les compositeurs se sont surpassés. Chaque bataille, chaque exploration, chaque dialogue entre deux PNJ, bizarre et sublimé par des musiques qui te donnent envie d'écrire des poèmes. Spellforce, The Shadow of the Phoenix. C'est ce genre de jeu qui te rappelle pourquoi les années 2000 étaient magiques. Des développeurs qui osaient mélanger les genres. Des scénarios qui se prenaient au sérieux, mais pas trop. Une volonté de créer un univers qui te prend aux tripes. C'est pas parfait, parfois c'est lent, parfois c'est frustrant. Mais au final, tu te surprends à te relancer une partie en disant « Allez, encore une mission et j'arrête ». Un monument de nostalgie pour les vétérans. Une pépite pour les curieux. Alors, prêt à invoquer des ouvriers et à redevenir le sauveur de l'humanité, il y a des jeux qui te prennent par la main, qui t'expliquent leur gameplay gentiment, qui te guident avec un tutoriel de 40 minutes. Et puis il y a No More Heroes 3, qui débarque en moto, te met un high kick dans la mâchoire et crie « Débrouille-toi, loser ». C'est pas juste un jeu vidéo, c'est une crise d'identité transformée en festival de néon et de katana laser. Travis Touchdown, notre héros, au charisme de trottinette, revient pour sauver la Terre, se battre contre des aliens et regarder des animés. Honnêtement, personne ne sait. Même le scénariste avait dû poser sa démission à mi-parcours. Travis, c'est le héros qu'on mérite. C'est un geek qui a confondu la vie avec un tournoi de Smash Bros. Arrogant, vulgaire, mais attachant. Un peu comme ce pote relou qui truine à Mario Kart mais que t'invites quand même parce qu'il te ramène des chips. Armé de son fidèle katana, qui, soyons clairs, ressemble à un sextoy de science-fiction, Travis affronte des boss tous plus improbables les uns que les autres. Sérieusement, y a un mec qui te fait du rap battle avant de te balancer des missiles nucléaires. C'est No More Heroes, où les aliens ressemblent à des Power Rangers sous acide et où chaque combat de boss est une masterclass de n'importe quoi. Un open world vide? Parfaitement. Tu pensais explorer un monde rempli de mystères et de quêtes fascinantes? Non. Ici l'open world c'est un désert rempli de textures douteuses et d'ennemis qui pop-up comme des pubs sur internet. Mais c'est assumé, le jeu ne te promet rien d'autre que du fun, pur, brut et débile. Tu passes plus de temps à payer tes factures d'électricité qu'à sauver l'humanité. Et bizarrement, ça marche. Malgré son apparence bordélique, le gameplay est un délice. Les combats sont dynamiques, techniques, et te donnent l'impression d'être une superstar de l'arène. Même quand tu spammes le même combo comme un débutant, mention spéciale à la recharge du katana laser, où Travis fait un mouvement très subjectif. Bravo les gars, franchement, fallait oser. Une esthétique qui explose le 4e mur. No More Heroes 3 c'est un hommage au kitsch, au rétro, et à tout ce qui brille trop fort. Chaque menu, chaque écran de chargement, chaque cutscene te crie « Je suis un jeu vidéo, deal with it ». Tu passes de la 3D pixel art des séries Z aux intros dignes d'un animé des années 80. C'est comme si Suda51, le créateur, avait sniffé toutes les idées qu'on lui avait refusées et décidé de toutes les intégrer. En conclusion, un what the fuck incarné. No More Heroes 3, c'est le jeu qui te met face à l'absurde, qui te fait rire, qui te dégoûte et qui te fait kiffer en même temps. C'est une ode à la créativité sans limite, un doigt d'honneur au conformisme et un rappel que le jeu vidéo, c'est avant tout là pour être fun. Alors prends ton katana laser, monte sur ta moto et prépare-toi à un ride chaotique qui te fera hurler « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» avant de relancer une nouvelle fois. Felvidek propose une aventure atypique, inspirée par l'histoire de la Slovaquie médiévale durant les conflits du XVe siècle. Vous incarnez Pavol, un anti-héros en proie à l'alcoolisme et au sionisme, qui se retrouve malgré lui dans un environnement dominé par la secte de Zurvan et les guerres religieuses. Dans cette Haute-Hongrie alternative, les villages sont des endroits de terreur et de désespoir rongés par la violence et les croyances extrêmes. Les croisades catholiques se succèdent, les espions envahissent les rues, la tension est palpable à chaque coin de route, les citoyens vivent sous le poids des religions et d'une société dirigée par des oppresseurs sans aucun scrupule. L'histoire de Felvidek se distingue par son approche satirique de thèmes sombres. Exploitation des plus faibles, critique sociale acérée et exploration de la superstition et du fanatisme religieux. Le jeu, avec ses graphismes rétro 2D pixel art, rappelle les classiques des RPG japonais, mais une atmosphère terrifiante et sinistre. Les paysages sont désolés, chaque lieu révèle un peu plus l'horreur qui imprègne cette société médiévale sur ce jeu qui ressemble quand même à un jeu de PS1. Sans progression classique en niveau, Felvidek se concentre sur un gameplay linéaire, où chaque rencontre et dialogue a un impact majeur sur l'avancée du joueur. Les personnages secondaires comme les espions et les prêtres corrompus enrichissent une histoire déjà intense et provocante. Contrairement à beaucoup de jeux de rôle, Felvidek est moins orienté vers l'action et plus vers une immersion narrative qui pousse à la vraie réflexion.
Un vrai choc pour les amateurs de RPG classique. C'est un jeu unique en son genre, j'en ai parlé dans les 2 autres vidéos d'avant, un RPG sombre, satirique qui réinvente le passé médiéval de la Slovaquie avec une petite pointe d'humour noir. Pavol, ce chevalier alcoolique perdu dans les conflits, désolation des terres de Haute-Hongrie, menace constante de la secte de Zurvan, guerre incessante, superstition oppressante, explorer les ravages d'une époque cruelle, à travers des graphismes rétro peints à la main apparemment, et une narration intense. Ce jeu est une expérience brutale, qui vous confronte aux aspects les plus sombres de l'âme humaine. Si vous aimez les récits profonds et osés, Felvidek pourrait bien être l'aventure que vous attendiez. Préparez-vous à une immersion unique en terre médiévale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je peux vous conseiller Holo Segundo, qui a fait une vidéo 3 heures pour vaincre le diable, justement, qui a l'air d'être le dernier boss. Là, je suis à 1h24 de sa vidéo. C'est un peu lui qui m'a donné envie de vous faire cette petite ces triples vidéos sur Felvidek. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour à son speedrun si le jeu là vous plaît, si les graphismes vous attirent. On se revoit très très vite. Abonnez-vous, pouce bleu, c'était carré pour vous servir. Vampire n'est pas qu'un jeu. C'est une exploration brutale de la part la plus sombre de l'âme humaine. Celle qui veut survivre coûte que coûte. Imagine, tu incarnes Jonathan Reid, un brillant médecin en pleine pandémie de grippe espagnole, et en même temps, un vampire qui doit se nourrir de sang humain. Tu es tiraillé entre ta vocation à sauver des vies et ta soif dévorante qui exige des sacrifices. On parle de choix moraux dans les RPG. Mais ici, tes choix ont des conséquences bien plus profondes. Ce qui rend un vampire unique, c'est l'impact de chaque action. Pour progresser, il te faut la puissance que seul le sang des habitants peut t'offrir. Et c'est là que le jeu frappe fort. Chaque victime a une histoire, des relations, un impact sur le quartier. Tuer, c'est transformer le monde autour de toi, détruire des vies et des relations, et même risquer l'effondrement de tout un quartier. Aucun autre RPG ne pousse le joueur à assumer ses choix de façon aussi viscérale. Prendre une vie ici, c'est littéralement prendre un morceau du monde. Les mécaniques de jeu en tourmentent plus d'un. Tu veux être plus puissant, alors il faudra te nourrir. Mais attention, chaque mort te rapproche de la bête en toi. C'est là tout le génie de Vampire. Ce n'est pas seulement un jeu où l'on incarne un vampire, c'est un jeu où devenir un monstre est non seulement inévitable, mais crucial pour avancer. Beaucoup parlent de choix moraux dans les jeux de rôle, mais Vampire prend ce concept et le transforme en une véritable torture psychologique. Le décor ? Londres, 1918. Une ville sombre et malade, remplie de ruelles humides, de lanternes vacillantes et d'âmes égarées. Qui sont autant de proies potentielles. L'ambiance gothique et l'oppression d'une ville ravagée par la pandémie renforcent le côté cauchemardesque de chaque pas que tu fais. Vampire te fait ressentir cette atmosphère d'urgence et de solitude absolue d'un monde qui s'effondre, et toi, en prédateur qui rôde parmi les survivants. Alors, tu penses que tu es prêt pour un RPG comme celui-là ? Un jeu où on doit accepter de se transformer en un monstre pour évoluer, où chaque mort est une montée en puissance, mais aussi une perte d'humanité. Vampire ne te laissera pas indemne. Si tu cherches un jeu qui va te faire remettre en question ta moralité, alors plonge dans les ténèbres de Vampire. Mais attention, le sang appelle toujours plus de sang. Axie Infinity, c'est pas juste un jeu, c'est un concept. Un mélange improbable entre Pokémon, un casino en ligne et un simulateur de portefeuille crypto. Bienvenue dans l'univers où chaque petit monstre mignon que tu fais éclore t'ajoute un crédit de plus sur ta carte. Parce qu'ici, les créatures, ça s'achète en Ethereum, une crypto-monnaie qui fluctue plus vite que ta patience. L'idée, t'investis, tu fais des combats et tu gagnes des récompenses en crypto. Du moins, si les valeurs ne s'effondrent pas entre-temps. Et la promesse, elle est belle. Joue, investis et gagne ta liberté financière. Sauf qu'après avoir claqué un demi-loyer pour une équipe de monstres, tu te retrouves à élever des Axies comme un esclave moderne du NFT, en espérant que le marché fasse pas faillite avant ton premier retour sur investissement. Ah, l'économie du futur. Où pour devenir riche, il faut d'abord être pauvre. Parce qu'Axie Infinity, c'est aussi ça. Un jeu où tu joues autant avec des chiffres qu'avec des créatures. Un peu comme si ta passion pour Pokémon t'avait finalement amené à spéculer sur les marchés financiers. T'as toujours rêvé de devenir trader et d'élever des bébés dragons ? Parfait, ici t'auras tout, sauf la garantie de pas tout perdre. Axie Infinity, c'est le jeu qui te promet en tout cas, de devenir riche en crypto-monnaie, après il te le permet pas, ou de te ruiner. Ici, pas de petites créatures gratuites à attraper, rien de ça. Chaque Axie, c'est un investissement en Ethereum et chaque combat un coup de poker contre les fluctuations du marché. Dans cette vidéo, on décortique le concept, un mélange de stratégie et de spéculation avec des monstres qui coûtent un bras et des récompenses en crypto aussi instables qu'un marché de NFT. Si t'as toujours voulu être à la fois dresseur et trader, c'est le moment.
Bienvenue dans Dragon's Dogma Dark Arisen, le RPG culte qui combine tout ce qu'on aime dans Skyrim, Dark Souls et Monster Hunter, mais avec une touche unique et viscérale qui va vous accrocher dès les premiers instants. Imagine, un monde immense, des créatures légendaires, des combats intenses. Mais ça, c'est que le début. Dans Dragon's Dogma, tu es libre de jouer comme bon te semble. Tu veux escalader un griffon en plein vol pour le dégommer? Tu peux le faire. Affronter un dragon en duel où chaque coup peut te faire vaciller? Prépare-toi à l'accrocher. Ce jeu est bien plus qu'un simple RPG. Chaque monstre est un véritable défi et chaque quête te plonge dans un univers riche et intense. Et c'est pas tout. Les compagnons que tu recrutes, appelés pions, ce ne sont pas des simples bots. Ils apprennent en fonction de ton style de jeu, anticipent les attaques ennemies, partagent les astuces, ils évoluent avec toi. Imagine un équipier qui s'adapte à tes erreurs, te couvre, te donne des vrais conseils pour survivre. Ça change tout, non? Graphiquement, Dragon's Dogma Dark Arisen te plonge dans des paysages grandioses et des donjons sombres et terrifiants où chaque ombre peut être une menace. Et, en parlant de menaces, les boss du jeu sont d'une intensité rare, stratégique, puissant et surtout impressionnant. Ce n'est pas le genre de jeu où tu fonces tête baissée. Chaque mouvement compte, chaque décision peut tout changer. Tu crois avoir fait le tour des RPG? Attends de découvrir Dragon's Dogma Dark Arisen. Ce n'est pas un simple jeu, c'est une expérience inoubliable. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure qui va te retourner le cerveau? Dragon's Dogma ne se contente pas de te faire combattre. Il te pousse à réfléchir, à adapter des stratégies, et même à entraîner des compagnons qui deviennent de véritables alliés au fil de l'aventure. C'est pas juste un jeu d'action, c'est une expérience à couper le souffle. Tu crois avoir tout vu dans les RPG? Rejoins-moi et découvre pourquoi Dark Arisen est le secret le mieux gardé du genre. Abonne-toi pour des astuces, des secrets et des aventures On adore épiques. Ori and the Blind Forest. On admire sa beauté, on est hypnotisé par ses paysages vibrants et son atmosphère qui nous transporte. Mais est-ce que vous avez déjà vraiment prêté attention à ce que le jeu essaye de vous dire? Parce que derrière ce décor enchanteur, Ori nous présente une vision cruelle, impitoyable et profondément humaine de la vie. Ce jeu est une plongée dans la noirceur qui nous hante tous sans qu'on le réalise. Derrière chaque pixel magnifique se cache une brutalité dérangeante. La séparation, la perte, l'injustice de l'existence. Ori n'est pas un simple voyage fantastique. C'est un jeu qui prend notre innocence et la jette en pleine nature sauvage, où seuls ceux qui luttent sans relâche survivent. Oui, Ori est un héros adorable. Mais il est aussi le symbole de la douleur de l'abandon, de la lutte sans fin pour la survie. Ce petit être lumineux qu'on accompagne n'est pas un simple personnage mignon. Il incarne une rage, une peine, un désir de rédemption qui frappe en plein cœur. Et cette forêt, ce n'est pas un conte de fées, c'est une jungle cruelle, un univers où la beauté est indissociable de la souffrance. On pourrait croire que Ori and the Blind Forest est là pour nous apaiser, pour nous rappeler la beauté du monde. Mais non, c'est bien plus. Ce jeu nous force à affronter des vérités sombres, à regarder en face ce que l'on préfère éviter. Le sacrifice, la mort, les luttes silencieuses. Ori, c'est la force de ceux qui, malgré tout, continuent à avancer. C'est notre propre bataille contre un monstre, contre un monde qui ne nous fait pas de cadeaux, qui ne nous pardonne pas. Alors, Ori and the Blind Forest, un jeu mignon? Non, c'est une leçon douloureuse, magnifique, mais qui, une fois comprise, vous hantera bien au-delà de l'écran.